C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici et d'accueillir aussi ce beau monde. Je vous salue au nom de toute l'équipe de l'Harmattan, présente et celle qui est absente, mais qui reste en communion avec tout ce que nous faisons. L'Harmattan, c'est une maison d'édition, c'est une librairie, mais à côté nous avons greffé une autre activité, un salon intellectuel, dans le style de ce qui se faisait dans la Grèce antique, où on se réunit autour d'une personne d'intérêt pour opiner, réfléchir, questionner une réalité, toujours pour élargir le champ de vision et faire en sorte que le monde nous paraisse moins brutal que ce que nous vivons. Et c'est dans cette quête de sens que nous avons souhaité vous recevoir aujourd'hui autour du thème « Les créances de l'initiatique, du sacré et de l'ésotérisme sur la constitution, la formation de la citoyenneté ». Et ce thème est adossé à une réalité simple. Nous sommes en contexte de démocratie, liberté, libération de la parole. Mais en amont, nous venons d'une tradition, d'une culture de rétention de parole, de silence, fait d'observation et de questionnement. On dirait qu'il y a un choc entre les deux mondes qu'on tente d'enjamber. Et nous voulons aujourd'hui, toujours pour nous armer, pour répondre plus efficacement de ce besoin d'être un citoyen capable de développement, d'apporter un plus à ce pays, voir si, au niveau de la tradition, de certaines cultures initiatiques et autres, il n'y a pas des mécanismes dédouanés du sceau du parjure qui nous permettent de nous instruire, de voir comment on peut être davantage citoyen. C'est à cet effet que nous avons invité M. Aristide Talon, que vous connaissez, docteur, médecin, j'allais dire, anesthésiste réanimateur, au besoin pour réanimer cette quête de citoyenneté et de civilité. Bonsoir, docteur. Merci, bonsoir. Êtes-vous un initié? Alors, la question est pertinente. Pour l'oreille initiée, la réponse, vos réponses. Ma réponse, vos réponses. Oui. Pour les oreilles initiées. J'ai quand même fait le choix de décliner face à vous clairement un conflit d'intérêts par rapport à cette question-là. Le conflit d'intérêts, c'est que j'en ai pas. Je n'ai pas de conflit d'intérêts en lien avec l'initiation telle que nous sommes en train de nous parler. Parce que quand j'ai vu le thème, je me suis dit, chacun a le droit de venir là pour confronter la vérité par rapport à ce qu'il sait, ce qu'il a vu. Bon, le bonheur que vous avez à m'avoir face à vous ce soir, c'est que je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Je ne suis jamais rentré dans un couvent. Je n'ai pas d'initiation au terme du mode initiatique tel que vous le connaissez. Et vous avez le bonheur d'avoir quelqu'un qui, n'ayant pas eu d'initiation, a quand même fait un parcours initiatique à titre individuel, personnel. Et ce parcours initiatique est lié, elle est en lien avec une capacité de silence, une capacité d'écoute, d'interrogation et de décision. Et par la suite, la sagesse aidant, j'ai aussi obtenu des réponses à des questions que je me suis posées, que je me pose, face à des personnes qui ont fait le choix de répondre aux questions que je pose, en sachant qu'on est dans une interactivité. Des fois, ils sont initiés, bien initiés, ils n'ont pas la réponse aux questions qui se posent. Et moi, ces réponses, je suis en mesure de leur apporter.
Donc c'est un peu comme si il m'apporte quelque chose, je lui apporte quelque chose, on est dans cet échange-là. Voilà. Donc tout ce que vous allez entendre de ma bouche ce soir, prenez ça de la bouche d'un profane, au vrai terme du sens profane dans notre environnement. Un profane qui reste tout de même un sachant. Pour vous avoir écouté pour quelques heures sur des choses initiatiques, vous avez peut-être l'innocence du profane, mais l'esprit d'un sachant. Et nous allons entrer dans le vif du sujet en partant d'une question. Est-il possible pour un initié de s'affranchir de la tutelle du silence dans un espace démocratique où il a le droit de tout dire, sans trahir le rite auquel il appartient et sans en même temps compromettre son élan de liberté? Comment vivre cette citoyenneté traditionnelle et celle-ci? Vous avez cité tantôt le besoin de faire de cet espace un lieu de littérature et de change citoyen. Vous avez fait recours à la Grèce antique par rapport à cette question-là. Et dans la Grèce antique, on s'est retrouvé globalement à parler de la société, de la cité, tantôt par caste, tantôt par appartenance professionnelle ou laborale, et tantôt par espace philosophique simplement. Et on a toujours fait le choix de décider que les personnes qui ont droit à la cité sont des hommes libres. Et le thème de liberté dans ce sens-là comporte beaucoup de choses. Le fait de savoir et de faire le choix de ne pas dire parce qu'on sait. Le fait de savoir aussi et de faire le choix de dire ce qu'on sait pour instruire ceux qui sont en face. C'est qu'il y a certains, cette liberté demande que l'individu fasse un choix. Et comme nous le disons en médecine, je pense que la Grèce peut revenir à nos jours. Comme nous le disons en médecine, nous devons la vérité à nos patients. Nous devons toute la vérité à nos patients. Quelle que soit la situation qui se présente à eux, et quelle que soit la situation qui est face à nous, parce que sans la vérité, ils ne peuvent pas participer au choix thérapeutique. Même s'ils doivent mourir, on leur doit la vérité, ça leur permettra à la limite de faire le deuil eux-mêmes, et de donner les directives derrière eux. Ça, c'est important. Maintenant, cette vérité totale, nos maîtres nous disent, vous devez dire toutes les vérités qui rassurent le patient. Et vous devez apprendre à lui passer l'information de façon à ce que l'information brute ne le tue pas avant qu'il ne meure. Mais si vous vous rendez compte que quoi qu'il en soit, il y a la mort liée à votre information, pas de devoir, vous vous abstenez et vous lui dites les autres vérités. Vous voyez, je ne voulais pas vous mettre un peu dans l'embarras, mais dans une société telle qu'est la nôtre, dans la démocratie telle qu'on est en train de le dire, oui, on doit s'affranchir des fois de cette liberté-là. Et de dire, au moins ouvrir, prendre la parole. Je ne serai pas totalement à l'aise si je sais qu'il y a un meurtre qui se prépare sous mes yeux et que je m'accroche à mon silence obligatoire et que je ne dis rien, je ne fasse rien. Oui. C'est un peu ces choses-là qui sont des difficultés. Du coup, oui, je peux faire le choix de me taire. Mais ce sera un choix, et ce choix que j'ai fait de me taire correspond à une façon de protéger mon environnement, la société. La vérité qui va mettre la société en ébullition, nous ne m'en pas en tant que tel. Ça ne m'empêche pas d'être démocratique au sens du terme. Mais je protège mon environnement. C'est ça ma démarche. Et cette démarche, telle que vous l'avez dépeinte, rejoint l'éducation classique, telle qu'on la reçoit dans cette Afrique traditionnelle. Vous ne dites pas tout ce que vous voyez, et même ce qu'on dit devant vous, dès que vous n'êtes pas
autorisé à le dire, faut garder le silence. Vous qui êtes, je dirais, à cheval sur 2 ou 3 générations en termes d'années, quelle est votre perception des moules ou de l'éducation d'aujourd'hui comparativement à celle que vous avez reçue? Si vous devez retourner, si vous avez le choix, ou si vous étiez enfant, préféreriez-vous l'éducation d'aujourd'hui, telle que nous la vivons, à celle que vous avez eue? Je suis un peu amusé par la question, pour ne pas dire embarrassé. Parce que je vais paraphraser mon grand-père maternel que je n'ai pas connu et dont j'ai lu des propos dans un livre très ancien écrit fin 19e siècle, un peu avant que nous ne vienions. Vous savez, il était le grand devin à la cour du roi d'Abomey, où il était le précepteur de tous les jeunes princes qui sont prétendants et de l'ensemble des, comment on les appelle, des dauphins qui prétendaient aux fonctions de devin, comme vous le savez. Il avait une parole que René Maupoil a relatée dans son livre. Il disait, c'est quand même paradoxal que de nos jours, plus personne ne respecte personne. Les traditions sont en décrépitude. Tout ce qu'on a reçu comme éducation de la part de nos anciens ont disparu. J'aimerais pas continuer de vivre dans ce monde-là. Je n'étais pas né. Ma mère n'était pas née. Il s'agit de mon arrière-grand-père. Ma mère n'était pas née. Et il m'arrive à mon tour de dire, quand je vois mes enfants, les plus jeunes que moi, je dis, mais quel est ce monde dans lequel ma parole n'a plus de valeur? Je passe dans la rue, on ne me respecte plus. Les cheveux sont blancs, on ne me laisse pas passer. Je suis quelque part, on crie, on prend son téléphone. Et des fois, je donne des interdits, on les transgresse. Je parle aux enfants qui me répondent difficilement. On me dit des fois que je suis trop vieux pour opiner. Et puis, il m'arrive de dire, quel est ce monde dans lequel l'éducation qu'on avait eue aujourd'hui a disparu, en me parlant de moi. Mais voilà que quand j'écoute mon arrière-grand-père, relaté par René Maupoil, 19e siècle, il le disait déjà. C'est pour vous dire que à chaque génération, on considère que la génération antérieure était mieux que la sienne. Et maintenant que je suis en train d'approcher la fin de mon 3e âge, je vois qu'il n'avait pas tort. Si Charles Lucien a dit, je risque de le redire, mais à ceci près que l'éducation que j'ai eue quand j'étais enfant n'est pas compatible avec celle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, les réseaux sociaux n'existaient pas. La télévision, moi, je n'en ai pas eu dans mon foyer la télévision. Le téléphone, je l'ai rencontré, mais il n'existait pas réellement pour tout le monde. Parce qu'on ne parlait pas de tirer une balle à Téhéran et que 12 minutes après, elle fasse mouche à Tel Aviv. Non, c'était inimaginable. Et quand on me disait qu'on pouvait mettre quelqu'un dans une file et en 2 minutes après on le retrouve à Paris, on a dit ça pour rigoler, on disait comment est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, si on avait un peu de chance, parce qu'on est en train de parler ici, avec une situation de présence réelle qu'on est en train de voir à New York, à Paris ou à Washington. Tout ceci fait qu'effectivement, on va respecter les époques. Il m'arrivait de subir l'affre de mes grands frères en disant quand j'étais au CM2 que j'étais nul. Que je ne savais plus rien du tout, on ne connaissait pas l'algèbre, on ne connaissait rien, mais je connaissais quand même des choses. Je suis allé jusqu'au bac, j'ai eu mon bac, et mon grand frère, qui était carpentier, disait encore que j'étais nul. Pourquoi? Parce que quand il était le certificat, la dictée comportait une concordance de temps que je ne pourrais pas jamais écrire de mon jour. Ça correspondait à l'accord du participe passé du verbe pronominal conjugué à la forme réfléchir, pour laquelle je ne pourrais pas réagir. Et lui, il a appris ce participe passé du verbe pronominal en ce moment-là, qu'il a gardé. Et il est vrai, quand il m'a dit comment tu l'accordes, quand j'étais au CM2, je ne pouvais pas trop répondre.
Pourquoi? Parce qu'on avait autre chose à faire. On était déjà dans le système global, on était déjà dans l'apprentissage par l'expérience. Et il ne s'intéressait jamais à ce qu'il savait faire, qu'il ne savait pas faire. Donc on en est encore là. Et je dis en fin de compte, oui, chaque époque, on respecte chaque époque, et on a le courage, ou bien en tout cas la simplicité de dire oui, vous ne saviez pas, ou je ne sais pas, vous savez où dire ça. Parce que vous voyez, aujourd'hui, j'ai un téléphone portable, là, iPhone. Je sais le manipuler qu'à 50%. Quand ça tourne au vinaigre, je prends mon téléphone, j'appelle ma fille. Et quand elle n'arrive pas, elle appelle son fils. Comment est-ce qu'on va continuer de dire que je sais, ils ne savent pas? On est dans une sorte d'inter-échange où je vais dire réellement, je veux ce monde-ci, je ne veux pas l'autre. Je suis encore là, mais je préfère celui-ci. Voilà. Avec plus de garantie sans doute. Oui. Pour retourner dans le sein de ce qui nous réunit, la dynamique initiatique partait de la maison. Vous avez admis n'avoir pas été formellement initié, mais nous savons que dans les concessions traditionnelles par le passé, il y avait toujours dans la cour une case symbole de couvent où on avait des représentations qu'on appelle assignes et autres qui incarnaient la présence des ancêtres passés de l'autre côté. Et selon chaque famille et selon une périodicité donnée, il fallait aménager ces hôtels, présenter la civilité, nourrir, ainsi de suite. Et donc on ne faisait pas une cérémonie de sortie d'enfants sans les inviter, comme on ne faisait pas non plus une sortie de société, je parlerai de l'enterrement, sans invoquer la présence de ces ancêtres autant présents qu'invisibles. L'initiation, j'allais dire, formelle, déjà au sein, pour conduire vers le sacré, convient-il aujourd'hui à cette société, du moins comment ramener le société d'aujourd'hui à s'incliner vers ce sacré qui part déjà de la maison et qui tourne le regard de l'enfant vers l'invisible qu'il faut toujours sentir comme une ombre derrière soi? Vous voyez, s'il y a quelque part où j'ai pu exprimer un vrai regret, c'est de dire que cet aspect de notre vie endogène disparaît progressivement. Vous voyez, tantôt, je vous disais que j'ai pas de conflit par rapport à cette thématique. Mais le conflit existe quelque part en disant, lorsque je le voyais faire d'une certaine manière, si j'étais à l'aise vis-à-vis de mon monde et de ma société. Il y avait une façon de considérer le monde autour de soi, la réponse existentielle, mes relations au trépas, comme on est en train de le dire, comment on est, comment on vit, comment on passe, qui nous mettait en réalité en dehors de l'essence de bonheur, non souffrance. Mais quand on reprend la mort, ça nous mettait quand même totalement à l'aise en disant, on a vu vraiment ce que c'est que le passage d'un état à un autre état. Et que ce n'est qu'un passage d'un état à un état. Cette démarche initiatique en réalité comportait ce volet à la limite simple, naturel au quotidien, sans faire un vrai choix. Et ça comportait en même temps un autre volet qui est le plus actif, où on fait une démarche active en sachant ce qu'on cherche, où on va. C'est vrai, quand je prends l'un ou quand je prends l'autre, il n'y a pas beaucoup d'importance. Mais ce qui est certain, c'est que on avait décidé de se comporter par rapport aux principes de la vie, aux principes qui gouvernent la vie. Pourquoi? Parce qu'on les a acceptés globalement, ces principes qui gouvernent la vie. Moi, jeune enfant,
concernés par l'initiation, dans un premier temps, je pensais que c'est à ça que vous allez faire référence. Non. C'est le Kaleta que vous connaissez tous. Nous, on avait décidé que le Kaleta était un vaudou, était une divinité pour nous. Et on avait construit le temple de Kaleta dans lequel personne, tout le monde n'était pas admis. En tout cas, les femmes étaient interdites. Et pour y aller, on pouvait entrer à un niveau. Le deuxième niveau n'était pas autorisé parce que voilà, c'était le vaudou, notre vaudou qu'on avait décidé. Alors, les rites d'initiation, on les a imaginés comme ça. Ça a beaucoup d'importance parce qu'on a su que ça existait, mais on n'avait jamais pratiqué quelque part. Ça voudrait dire que même dans notre inconscient d'enfant, ce besoin existait pour organiser, structurer la société. Et puis, on passe cet âge-là, on arrive à un autre âge où, dans la même maison, c'est la question de faire face à une naissance. Et puis, cette naissance, il faut accueillir l'enfant. L'enfant est né dans une maison, dans une caste. Il est né sous un signe. Il est né parce que quelqu'un est parti avant, il est revenu en incarnant la personne. Et de toute façon, on va un jour installer l'oracle pour demander à l'enfant, demander aux divinités, cet enfant, comment il est venu, comment il va se comporter, comment il va partir. Et tout ceci comporte des éléments, des personnes qui font le choix de réciter ou de faire au quotidien ce qu'ils ont appris à faire parce qu'ils ont acquis un rang dans la société en question. Et ce rang, on ne l'acquiert pas parce qu'on fait une démarche. On se remet en question, on apprend à connaître, on apprend à savoir de ce qu'on sait, on apprend à interroger, et puis en fin de compte, on devient autorité pour conduire une action, une situation. Quand on n'a pas fait ça, c'est vrai que subitement, on se sent démuni. Mais nous, enfants, on ne se sentait pas démuni parce qu'on disait que quand cela grand, on va le faire. Sauf que quand on a grandi, on a fait le choix d'y aller ou de ne pas y aller. C'est sûr. Mais globalement, l'initiation, que ce soit cette façon de faire l'initiation, à la limite, involontaire ou naturelle, sans trop chercher, et puis, quoi qu'il en soit, il y aura des niveaux, ou que ce soit la phase active où vous décidez d'y aller volontairement, ou quelqu'un vous dira, il ne vous appartient pas de demander, on vous observe, on vous dira quand il faut venir. On vous dit, mais non, moi je suis prêt. Et plus vous êtes prêt, plus moins on vous prend. Parce que les questions d'une cooptation à un moment donné. Et puis à un moment donné, lorsqu'on a décidé, maintenant ok, on y va, vous êtes bon, venez avec nous, on va y aller. Mais d'autres personnes vont passer du temps à vous écouter, à vous avoir, est-ce que, puis on va finir par dire, oui c'est bon, vous venez avec nous. Et quand on va dire c'est bon, vous venez avec nous, vous devez commencer maintenant par avoir la peur qu'il faut parce que vous y allez pourquoi. Et c'est là le gros souci. Et quand vous avez compris pourquoi vous y allez, et que vous tombez en accord avec ceux qui vous accompagnent, et bien vous faites un chemin où vous allez pour raccourcir, on va dire que vous allez mourir dans votre enveloppe d'une certaine manière et renaître dans une autre enveloppe d'une autre manière. Et en tant que tel, vous devenez différent. Puis, vous commencez pas à avoir un port de tête. Ah oui, vous êtes différent de l'autre. Quelqu'un qui n'est pas initié, lui, voilà. Peut-on discuter? Non. Est-il mature? Non. Ainsi de suite là. Voilà. Et globalement, il y a l'autre volet, toujours dans ce monde initiatique, où vous avez déjà atteint ce niveau où vous portez une tête, vous agissez d'une certaine manière. Mais il reste encore l'autre phase. Lorsque vous allez quitter ce monde-là, est-ce que vous êtes ancêtre? Automatiquement, la réponse est non. Parce qu'il va vous falloir montrer encore une autre pratique, une autre façon d'être, pour qu'à votre décès, on puisse rentrer dans le rythme d'ancestralisation et faire de vous un ancêtre pour que vous puissiez revenir un jour pour être pour nous, esprit, divinité. On va vous invoquer, vous allez nous bénir de là où vous êtes, vous allez nous accompagner ainsi de suite. Alors, ces différents niveaux, oui, mais ça voudrait dire qu'il y a, en dehors du fait qu'au quotidien, vous faites sans le savoir, après vous faites un choix, il y a tout ce que c'est la société même qui décide de faire de vous qui vient. Et là, votre décision importe très peu. Vous devenez ce qu'on veut que vous deveniez. La seule chose qui vous reste à faire, c'est d'avoir un comportement, une façon d'être, ainsi de suite. Mais si vous avez un caractère, c'est pas facile que le caractère change. Donc, il y a ceci et cela. Il y a initiation et initiation. Et puis il y a initiation et la suite de l'initiation. Je ne dis pas plus parce que, bon, voilà. Il ne faut pas se jurer d'une certaine façon. Nous sommes, si on considère aujourd'hui
la nouvelle dynamique au niveau du Bénin depuis quelques années, je dirais ces 3 ou 4 dernières années. Le nouveau concept culturel, je dirais par exemple le Vaudundaise, qui a élargi ses dimensions, beaucoup plus de, je dirais, un retour vers le sacré ou vers le culturel, n'étant pas dans le nœud, dans l'intimité des choses, je ne pourrais pas réellement l'affirmer, mais je sais qu'il y a des aspects assez cultuels et en même temps ce qui peut être considéré comme le folklore. Est-ce que c'est un besoin de ressourcement et de retour à ces fondamentaux qui nous ont caractérisés, qui ont fait l'âme du Béninois, que le gouvernement est en train de mettre plus ou moins en place pour que nous retournions vers ce que nous ressentons avoir plus ou moins perdu en tant qu'individu accroché à sa tradition? Je suis... curieusement, j'ai beaucoup participé aux différentes réflexions qui nous ont amenés à l'installation du Vaudundé et des pratiques qui nous ont accompagnés. Dans ce domaine-là, j'allais dire, on aurait dû commencer depuis avant-hier. Non seulement aujourd'hui, on est en train de le faire, mais je dis on a du retard par rapport à ce qu'on aurait dû commencer depuis avant-hier. Parce que quand on regarde autour de nous, ici au Bénin, dans notre sous-région, en sortant même de l'air culturel Adjatado, l'air Nago Yoruba, même l'air Batonou, quand on va remonter plus haut, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que nous avons une façon de naître, de venir sur la terre. Nous avons une façon de vivre là, de nous comporter, relation avec les uns et les autres et avec la nature qui nous entoure. Nous avons une façon de mourir, nous avons une façon d'être transformés ou non en ancêtre. Et puis nous avons une façon de revenir, sous forme de asser, sous forme de revenant. Nous avons une façon d'être sanctuarisé, sous forme de hôtel particulier, pour ne pas dire, ou sous forme de sépulture individuelle, hôtel particulier dans lequel on amalgame l'ensemble des ancêtres, dans le cadre des Yoruba, et des sépultures particulières chez le profane. Et dans le cadre de Yoruba, cet amalgame, le Koknogoni, va donner l'équivalent de ce qu'on appelle hôtel. Et cet hôtel n'est que le couvent, quelque part. Et puis de l'autre côté, il y a le sépulture individuel qui va donner les saints, on va utiliser. Très bien. Mais quand on va regarder ce qui nous met ensemble, lorsqu'on voit tous ces éléments-là, ce qui nous fait vivre ensemble, c'est que nous revendiquons, chacun qui revendique ces éléments-là trouve le moyen d'être ensemble avec l'autre. C'est-à-dire que le mot que je n'ai pas trop envie d'utiliser ici, c'est que nous faisons nation avec ça. C'est comme ça que nous faisons la nation. Et la nation que nous faisons fait que nous avons une différence fondamentale vis-à-vis de l'homme centrafricain ou vis-à-vis du français, standard, français de façon standard. Voyez ce que je veux dire. Alors cette façon de faire nation dont je dis est partie exclusivement de cette différente façon d'être, façon de faire, ainsi de suite. Voyez ce que je veux dire. En regardant tout ceci de près, on dit bien que la philosophie qui a instauré le vaudundisme fondamentalement, c'est de dire que ces éléments qui nous caractérisent sont d'origine vaudou. Nous faisons nation avec, donc nous sommes de culture vaudou. Même si nous ne pratiquons pas le vaudou comme culte, comme religion, mais nous sommes fondamentalement de culture vaudou. Et en tant que tel, nous revendiquons totalement tout ce que nous faisons depuis quelques jours en allant revisiter nos pratiques cultuelles desquelles nous extrayons la culture que nous développons ensemble, qui nous permet de vivre ensemble. Et de cette culture, nous faisons encore nation avec cette culture-là. Je ne dis pas avec le culte, parce que si on prend que le culte, tout
le monde n'a pas accès au culte en tant que tel. Il y en a qui le font pour d'autres. Dans le culte, il y a des initiés, des grands initiés, pendant que la culture, c'est ouvert à tout le monde. Donc, est-ce qu'on a bien fait de faire ça? Je dis, on aurait dû le faire depuis avant-hier. Pourquoi? Parce que nous avons la garantie aujourd'hui que c'est ça qui nous met ensemble réellement. Et puis, quand on rentre dans l'arrière-pays, on voit de façon dont ça bouillonne. Et ça bouillonne tellement que on se souvient, les anciens et que les nouveaux se retrouvent là-dedans. Dans la musique. J'ai vu des groupes de rap qui ne font que faire le rap maintenant à partir des fans. Il y a des chants et danses aujourd'hui qui ne font que révéler ce qui se passait dans nos courants. J'ai vu il y a 3 mois, en janvier, à l'occasion de Vendée à Ouida, un défilé de mode de tissu indigo. Et ce jour-là, tout le monde regardait le tissu indigo. Mais l'artiste n'a pas montré que le tissu indigo. Il a été choisir les façons d'habiller des personnes en situation d'initiation avancée qui s'habillent avec des pailles ou avec des rameaux séchés, ou des fois avec des écorces de coco, des écorces de palmier à huile, et des fois des tourteaux de résidus de palmier à huile, lorsqu'on a fini de sortir l'huile de frais, sur la tête et sur un peu de cheveux. Et c'était une démonstration de mode. Je dis, mais c'est quoi ça? On aurait pu faire ça hier. Si j'avais vu ça et que je n'étais pas retourné dans cette façon de revendiquer notre culture vaudou, je me dis, mais c'est un fou. Pourquoi ça? Sauf que le jour où j'ai dit, mais waouh, c'est super ça. Pourquoi je suis en train de voir que ce qui était hier l'accoutrement de l'adepte qui est en transe a commencé par devenir proposition de mode. J'attends que de voir ça dans la réalité, ce truc-là. Voilà, c'est pour dire que, quoi qu'on dise, je revendique un peu, mais beaucoup d'ailleurs, cette façon de retourner maintenant, de visiter nos traditions, disons, traditions ancestrales, de les ramener à l'ordre du jour pour apprendre à vivre avec aujourd'hui, et de faire en sorte que notre vie aujourd'hui se déteigne un peu, se raccorde un peu à cette façon d'être hier. Quand je prends la substance de votre propos, il y a, je ne dirais pas cette soif du sacré, mais manifestement le besoin que la perspective de développement s'accoude avec le sacré se manifeste dans votre propos. Et quand on revient par exemple, si on doit réinventer un curricula ou des curricula pour la formation du citoyen, j'ai entendu dire déjà 1 ou 2 fois que si on devrait se comporter réellement en africain, on ne prêterait plus serment sur la Bible ou sur la Constitution, mais peut-être sur l'autel d'un revenant à 5 par exemple. Et quand on prend aussi tout ce qu'on voit, oui, l'enthousiasme des jeunes, des enfants, même de ceux qui ne sont pas de cette tradition, quand ils voient le ballet des gungun, qu'il faut dire qu'ils sont des revenants, il y a le masque, mais j'ai cru entendre dire qu'il y a d'autres procédés pour faire intervenir réellement les ancêtres. Cette cohabitation entre le sacré et l'homme développé ou l'homme qui est en quête de développement, comment on pourrait l'instituer, faire pour que ceux qui sont habités par cette quête ne soient pas tassés de, je dirais, d'apostats, et que cette visite des mystères nous soit si commune qu'on se réinvente autrement. Là, c'est une demande que je considère en devenir. C'est précoce là. c'est précoce. Pour plusieurs raisons. Hein. La première raison, c'est terre à terre, banal et simple.
quand on parle dans ce contexte-là, d'ailleurs quand on regarde dans ce qui se passe, on est obligé de voir avec les deux yeux le couvent, enfin la direction en direction du sacré pur, le sacré comme valeur qui transcende. Et quand on dit le sacré comme valeur qui transcende, on imagine forcément un chemin vers ce sacré-là, parce que ce sacré n'est pas en soi n'est pas ouvert à tout le monde, n'est pas donné à tout le monde, même si c'est ouvert, ça demande qu'on y accède. Et l'accès à ce sacré demande un chemin. Et ce chemin est forcément initiatique pour accéder au sacré. Que ce soit à l'église, devenir curé, diacre, évêque, par jour, que ce soit devenir consultant parce qu'on a acquis la parole, le secret, ou interroger les divins, quelle que soit la situation, ça demande un chemin. Et ce chemin, c'est l'initiation. Mais quand on va dire initiation, et on va dire sacré, on est dans le monde de l'ésotérisme. Et qui dit ésotérisme dit forcément pratique, doctrine fermée, non ouverte au grand public. Et même si on veut être démocratique, nous ne pouvons pas encore décider d'ouvrir au grand public ces pratiques-là. Un exemple, le Fa. J'ai entendu des camarades qui défendaient à Paris une thèse sur la médecine traditionnelle proposer d'inclure le Fa dans le curriculum de l'école de médecine. Moi, en tant qu'Africain béninois, j'ai trouvé ça c'est un rôle de cœur. Mais la plupart des personnes qui dirigeaient, qui évaluaient, qui supervisaient la thèse, ont dit, mais vous parlez de quoi là? Le Fa, c'est une dimension ésotérique. Comment voulez-vous imaginer que de ce qui est de l'ordre de cercle fermé, de cooptation, comment voulez-vous imaginer que ça doit venir à la faculté pour le tout venant? Qui plus est, on vous a dit qu'on est si intéressé que ça. Et je m'étais retrouvé un peu en accord avec cette façon de réagir de ce camarade pour dire oui que on ne peut pas dire que le FAP rentre dans cette école-là. Donc quelque part, cet ésotérisme-là en tant que tel dont je parle nous oblige à rester encore dans le domaine où vous faites un chemin, on vous observe et on vous accueille. Alors, ce chemin-là, pourquoi il faut la faire? Il s'agit de partir d'un état et de se transformer d'une certaine manière pour pouvoir y arriver. Et cette transformation demande qu'on regarde de près de quoi il s'agit. Parce que cette transformation, c'est l'individu qui fait le choix de se transformer. Soit tout seul, soit avec un précepteur, quelqu'un qui le prend par la main, qui l'accompagne, et ainsi de suite. Ou bien tout seul. Et quand c'est tout seul, il y a plusieurs façons de faire. Il y a la nature qui l'a déjà fait, mais qui ne s'appelle pas initiation, qui s'appelle transformation de la nature. C'est-à-dire, l'exemple bien connu de cette transformation, c'est il y a un texte qui le dit, c'est la chrysalide et le papillon. C'est-à-dire que le papillon va déposer un œuf, quelques heures après, de l'œuf va sortir une larve, et la larve va évoluer rapidement vers un ver à cocon enfermé, enquisté, pour très longtemps. Et puis progressivement, cette larve qui a devenu verre et qui s'est mise dans le cocon va subir toute la transformation de destruction d'une partie, de mort cellulaire par là, de mort de mort, pour revenir sous une autre forme, qui est la forme, en fin de compte, où, en ouvrant un peu son cocon, ce qui va sortir, c'est un papillon, très beau papillon, maladroit en un premier temps, qui va passer 3 minutes à s'exercer, à faire son apprentissage, comme on dit, puis paf, va s'envoler et prendre son air et partir. De ce genre de transformation dont nous parlons, ça comporte effectivement quitter un état pour venir à un autre état, comporte un apprentissage là-dedans. Mais cette transformation est naturelle et ça permet de passer, enfin, de perpétuer l'espèce en question, peu importe comment elle est arrivée. Et puis il y a l'autre côté, qui est qu'on est né, nous, hommes, femmes, et on fait le choix
d'aller se forger, d'aller apprendre pour devenir autre chose, pour diriger autrement, avoir un autre rôle dans la société. Et là, on va voir quelqu'un qui nous prendra par la main, pour dire voilà, vous allez apprendre maintenant à écouter, parce que pour pouvoir bien parler dans la vie, il faut savoir bien entendre. Vous savez entendre, vous ne savez pas entendre de certaine manière. Donc pendant un certain temps, vous mettrez à asseoir, écouter les autres parler. C'est vrai. Ce qu'on vous dit vous énerve, vous voulez réagir et tout, mais c'est une école. Puis vous allez faire cette école-là. Puis après, on vous dira, oui, maintenant vous avez fait cette école-là, vous allez apprendre que lorsqu'on est né, ben on est d'une certaine manière, et lorsqu'on revient, on revient d'une certaine manière. Vous avez maintenant appris à entendre, vous ne savez pas voir d'une certaine manière. On va vous apprendre à voir. Vous êtes dans une obscurité, globalement, parce que tout ce qui est autour de vous, vous ne savez pas les lire, vous ne savez pas les comprendre. On va vous aider à Puis vous faites la démarche, et un jour, on vous a dit, voilà, on vous a montré comment on voit. Et vous avez dit, ah si, effectivement, je vois. Ouais. De ce cheminement-là. Et lorsque vous y arrivez, vous considérez un fait de compte que oui, maintenant si, je suis différent. Je sais entendre, je sais voir, à la limite, je sais répondre maintenant, ainsi de suite là. Quand on prend le premier, quand on prend le deuxième, ce chemin-là, c'est un chemin individuel qu'on a fait, sur lequel on est prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut pour devenir complètement différent. C'est-à-dire, là encore, on passe d'un état à un autre état. Est-ce que je dis? Mais de passer d'un état à un autre état, de ce côté-là, ça demande, comme je le disais, le travail que je veux de dire. Mais quand on prend les deux, c'est vrai, ce chemin de l'initiation, si on ne le fait pas, on ne évolue pas vers ce qui est le cadeau qui est au bout. Et ce cadeau, c'est quoi? Ce cadeau, c'est ce que j'ai commencé par appeler les créances. C'est-à-dire, vous avez fait un chemin, vous avez fait un travail, et lorsque vous faites le travail, quelque chose vous attend comme rétribution. Vous l'attendez réellement. Et lorsque vous êtes sûr d'avoir fait le travail et qu'on le valide, c'est le cadeau, cette rétribution vous est due. Et comme elle vous est due, elle prend quelle valeur? Elle prend quelle forme? À des endroits, on les appelle salaires. À d'autres endroits, on les appelle grades. À d'autres endroits, on les appelle titres. Ce qui est certain, ça vous est dû. Et lorsque vous l'avez ça, vous dites oui, ça y est, je l'ai en main. On a dit des conditions pour l'avoir, hein. Il faut que ce soit réel, que quelqu'un d'autre ait constaté que, parce que si vous avez fait les transformations, que personne n'a vu que vous avez transformé, on ne vous donne rien. Voilà, vous l'avez, et c'est suite là. Et donc, ce chemin qui est fait demande une contingence en personne, en temps, en lieu, et ce suite là, qui fait qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain, sur les 13 millions que nous sommes, démocratie et les 13 millions vont pouvoir passer du point A vers le point B. Non. D'autres vont y être, et malheureusement, ceux-là, ils vont être en situation de leader par rapport à l'autre. Parce que non seulement on acquiert un salaire, sous forme de créance, mais en même temps on apprend aussi, on acquiert aussi le droit de diriger. On acquiert un leadership, le droit de diriger, non seulement de diriger, mais d'être au devant des dirigeants, de ceux qui dirigent, ainsi de suite là. Donc vous voyez, je vais dire encore un peu pour faire un thème à cette question-là, que j'ai développée depuis longtemps. Je ne suis pas partant pour que les 13 millions que nous sommes puissions, au nom de la démocratie, avoir droit à ce chemin-là systématiquement. Il faut faire un choix. Il faut qu'on nous prenne par la main, qu'on nous accompagne et qu'on nous délivre. Qu'on nous dise oui, vous avez fait, on a vu, c'est ok, allons-y. Okay. On ne pourra pas l'imposer, d'ailleurs ça ne s'impose pas. Et quand on fait le parallèle avec au profane, comment on dit, la formation militaire qui était systématique juste après le bac, ça permettait d'acquérir un certain état d'esprit, des dispositions, des disponibilités physiques et psycho-affectives pour correspondre à un ordre donné. Et cet ordre rentrait dans le processus de création d'un citoyen efficace, responsable. Nous remarquons plus ou moins que, tel que vous l'avez dépouillé, le sacré, du moins l'initiation, est une forme de déviègement du regard. C'est-à-dire, on part d'un état brut à un état exercé,
où on découvre de la connaissance, de l'expérience, et tout cela permet d'être davantage soi pour être, pour entrer dans le moule, dans la communauté. Nous sommes aujourd'hui à une ère de, je dirais, pas forcément de saine prétention, mais nous sommes à une ère où tout le monde a quelque chose à dire, sans en avoir les moyens adéquats pour l'exprimer dans la forme qui convienne à l'objectif à atteindre. Et ce que vous avez développé nous permet de rentrer aussi dans l'économie de ce que le primat de la tradition reste quelque chose à instaurer, à instituer, pas par la force, mais comment faire en sorte qu'indépendamment des chapelles, je dirais les églises, les couvents et autres, tout en étant dans ce processus laïque, qu'on tourne le regard de chaque sociétaire vers cette dimension du sacré adossé à l'invisible. Nous avons parlé des ancêtres il y a quelques minutes. Y a-t-il un moyen de faire en sorte que nous arrivions à ce besoin naturel pour chacun de dire ce que je sais, c'est que je ne sais rien, aller à l'école des adultes, des anciens, et aussi quel système mettre en place de sorte que les anciens aussi soient disposés à verser un tribut de leur expérience, de ce qu'ils savent, pour que les jeunes embrayent dans une direction qui ne nous soit pas tous préjudiciable. Comment devenir un citoyen laïque et respectueux de l'ordre? Un grand tour. C'est vrai que je retourne à une question initiale. Michel Talon, êtes-vous initié? Et j'ai dit que je n'ai pas de conflit par rapport à la question. En tout cas, d'une certaine manière. Au point où on est arrivé dans la discussion, il arrive des fois où, malgré ce qu'on sait, on décide de laisser la société évoluer et de maintenir le respect de l'ordre établi. Deux exemples, où il soit des chasses. C'est l'homme un peu dérangé mental, qu'on appelle fou chez nous, qui circule dans la rue, et qui a volé un petit caneton, un canard, qui a mis dans sa gibecière, dans son sac. Il partait avec les enfants, couru derrière, attention, il a volé le canard. Il m'a dit, j'ai rien volé. Mais les gens tenaient absolument à le lyncher parce qu'il a volé le canard. Et il voit un monsieur, il dit, non, monsieur, s'il vous plaît, regardez dans ce sac-là, s'il vous plaît. Regardez là-dedans. De vos yeux d'adulte, est-ce qu'il y a un canard dans mon sac? Répondez publiquement, s'il vous plaît. Et la réponse de monsieur, c'est, il n'y a pas de canard dans ce sac. Vous voyez, vous les enfants, respectez les adultes. Dans ce sac, il n'y a pas de canard, laisse-moi partir. Et les enfants décident effectivement de laisser partir. Et ça, c'est notre histoire, c'est notre sagesse, peut-être. Pour dire que quoi? Pour dire que vous avez des fois fait le choix de taire quelque chose, comme je le disais tantôt, pour protéger autre chose. Dans ce monde-là où, quand on regarde le Bénin d'aujourd'hui, nous continuons de croire qu'après la mort, il y a une vie. Une partie de la population croit que cette vie sera faite d'une certaine manière de ce qui reste de la chair ou en tout cas de sa transformation. Il y en a d'autres
qui commence par imaginer que de toute façon, ce sera, s'il y en a une, ce serait seulement à partir de l'esprit de la personne et rien d'autre. Et puis, entre les deux, il y en a qui disent, honnêtement, après c'est fini. Pendant longtemps, on a imaginé que cet intermédiaire ne va pas prospérer. Sauf que quoi? Quand on regarde la façon dont nous traitons les morts, les gens qui meurent, on voit que de plus en plus de gens demandent qu'à leur mort, qu'ils soient incinérés. Et lorsqu'on va dans la démarche d'incinération, c'est qu'on a fait le choix du néant après la mort, c'est-à-dire rien du tout. Et on a du mal à l'accepter à côté. Nous, pas nous, l'Église même, qui nous a colonisés pour des religions importées, a du mal à l'accepter. Il n'y a pas longtemps, on a commencé par l'accepter. Mais dans l'Église, on a dit, vous acceptez, on est d'accord de vous faire incinérer, à condition que vous ne renonciez pas totalement à la notion de Dieu. Que vous laissez le bon Dieu faire ce qu'il veut de vos cendres une fois qu'il va décider de revenir. Donc, vous vous engagez à ça d'abord. Quelque part, on vous oblige à dire oui, il y a quelque chose. Mais en réalité, c'est quoi? Le prêtre qui vous dit ça, il sait pertinemment que vous allez dire oui, pour juste lui faire plaisir. Mais que vous avez déjà fait le choix de dire il n'y a rien. Donc, venir là, à imaginer que la question qu'on va nous poser, la démarche qu'on voudra que nous fassions comporte une certaine réalité. Et que cette réalité, nous fassions en sorte de dire oui, nous l'acceptons, nous ne l'acceptons pas, mais nous voulons donner une existence globale à une autre réalité, c'est complexe. Et en tout cas, aujourd'hui, nous sommes globalement un certain pourcentage de notre société à aller dans un sens dans lequel on va dire oui. On fait un chemin quelconque vers le sacré, mais ce chemin, nous le faisons parce que nous y croyons. Une autre partie ne fera pas le chemin du tout, et l'autre partie va faire le chemin en disant on ne sait jamais. C'est le pari de Saint Pascal. Moi, je ne crois pas en Dieu, par exemple, mais je préfère faire comme s'il existait. Parce que si jamais je me comporte bien, comme il a dit, et que je meurs, et que par hasard il venait à exister, waouh, je l'ai gagné. Mais si je me comportais en tant que tel, et que je meurs et qu'il n'existe pas, bon, je l'ai été bien dans cette vie. Mais dans l'autre côté, si je vais comme s'il n'existait pas, je dis qu'il n'existe pas, je fais tout à ma guise, je meurs, et puis il est là, alors je suis foutu. Donc on fait ces trois chemins-là, et on fait le choix de dire, bon, on n'a rien à perdre en décidant, mais si on ne croit pas, en décidant qu'il est là. Auquel cas, nous allons bien nous comporter, nous allons avoir le mérite d'être apprécié de nos concitoyens, et quand on va mourir, on va nous respecter. Mais s'il n'est pas là, après là-bas, c'est pas grave. On en est à cela après. Donc, quelque part dans ce monde dans lequel on est, nous allons faire ce choix-là. Certains vont aller d'un côté, d'autres vont aller de l'autre côté. Mais on ne pourra pas imaginer que nous allons globaliser. Cette relation au sacré, cette relation de l'initiatique à l'initié, en tout cas, au moins cette relation au sacré, nous allons laisser quelques-uns, ceux qui sont les plus intéressés, faire toute la démarche. Et les autres, moi je vais les inviter à faire comme si, pour que si jamais, au cas où, qu'ils n'aient pas à regretter d'avoir été dans un certain comportement. Je le dis, ça veut dire que si après je dis non, qu'il était là, c'est ça le moment. Ouais. Nous sommes arrivés à un point de l'échange où il faut faire intervenir aussi ceux qui nous ont écoutés. La responsabilité sociale je dirais, des aînés que vous êtes, des pères que vous êtes, et dans la droite ligne de l'expérience que nous nous donnons, que les ancêtres ou que les parents qui nous ont précédés dans l'autre monde sont toujours là pour nous inspirer, pour nous éclairer. Votre développement nous a instruit, nous a éclairé sur la prudence qu'il fallait avoir par rapport à certaines choses, et en même temps il était manifeste que le besoin de ne pas éteindre les voies qui se connectent à l'immanent est tout aussi prenant, et c'est pour ça que nous gardons espoir
qu'en dépit de cette chevauchée vers le développement, vers les diverses formes de technologie, que nous parviendrons à sauvegarder cette part de l'humain et du sacré qui se retrouve en nous. Nous allons nous tourner vers l'assistance pour recueillir les questions en rapport au sujet. Ce que nous avons pu dire et ce que nous avons omis de dire, et vous êtes libre de poser les questions. Voilà. Sans oublier que, avant qu'on se sépare, je dirais un mot fondamental sur la question des Gungu, qui est l'élément fondamental qui a structuré notre discussion jusqu'à présent, qui nous permettra de allier culture, à la limite, ésotérisme et citoyenneté. Bonsoir M. Talon. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous ai suivi religieusement, comme d'ailleurs j'en ai l'habitude chaque fois que je vous rencontre. Moi c'est Tanguy, à Goy, je suis journaliste. Et j'avoue que vous sur tout à l'heure m'a beaucoup perturbé. Quand je dis perturbé, c'est dans le sens de la bousculade de mes convictions parfois. De sorte même à introduire des inquiétudes, parfois là où je n'en avais pas. Alors je vais donner soulever quelques interrogations que je me fais entièrement. Vous allez m'aider peut-être à y répondre si vous le voulez bien. On a remarqué un grand vent de retour aux sources, au grand bonheur des panafricanistes, des conservateurs, etc., qui se réjouissent que de plus en plus on a un regard vers nos cultures, etc. Mais en même temps, je me pose des questions. Quand on se rappelle que l'esclavage, la colonisation et le temps que toutes ces intrusions en Afrique, tout ce que cela a pu provoquer comme dévastation psychosomatique, et je pèse bien le mot psychosomatique, parce que ça n'a pas fait que déstructurer un peu comment est-ce que nous étions organisés. Ça a dérangé même notre façon d'être, notre ADN tel qu'il était conçu. Alors quand on a eu cette charge-là, qu'on a transportée d'année en année, de décennie en décennie, et que Cheikh Hamidou Kane a réalisé même qu'à un moment donné, il a été déchiré avec le contact de l'Occident. Je me demande si ce retour, parfois brutal, à nos cultures, nous est vraiment profitable. Est-ce que nous n'appelons pas encore à un autre second choc intérieur à nous-mêmes? Parce que celui qui est allé à la découverte de l'autre en s'oubliant lui-même, il a pris le temps d'emmagasiner des couches, des strates qui se sont accumulées au fil des années, et on lui redemande à nouveau d'enlever toutes ces strates-là et de redevenir ce qu'il a eu le temps d'oublier peut-être, ce que son papa ne lui a pas transmis, ce que ses aïeux n'ont pas eu le temps de lui démontrer. J'évoque cela parce que je vois un peu comment les vaudou-déistes se mènent. C'est beaucoup d'images, c'est beaucoup de choses. Vous aviez évoqué tout à l'heure ce défilé de mode, etc., qui révèle de façon brutale aussi des réalités à quelqu'un qui ne s'y est pas préparé. Alors, ma question, pour faire simple, est-ce qu'on ne provoque pas encore un deuxième choc chez l'Africain qui veut, à raison, retourner vers ce que ses ancêtres ont été avant de quitter cette terre? Et ça m'inquiète beaucoup, parce que moi, parfois, je me demande, finalement, même chez ceux qui veulent nous aider à faire ce retour aux sources, qu'est-ce qui nous rassure de l'authenticité, de la sincérité de la démarche pour nous amener vers, justement, cette nouvelle destination vers laquelle nous nous projetons? C'est des questions que je me pose. Oui. La deuxième question, quand vous voyez notre société aujourd'hui, c'est vrai, on dit c'est
c'est beau, il faut retourner aux sources, à la culture, etc. L'initié, vous l'aviez décrit tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui garde, qui a un comportement en public, qui a des idées, qui a une formation, qui a un maintien, etc. Ce qui l'amène à se détacher, plus il avance dans son initiation, se détacher de ce qui est matériel, se détacher de tout ce qui est autour de lui. Ce qui est totalement contraire à la conception aujourd'hui du développement. Le développement, en tout cas tel que l'Occident le conçoit et tel que nous avions commencé à l'importer, c'est la course au matériel. C'est la course à ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons peut-être ingurgiter, porter, etc. C'est ça le développement. Ce qui n'a rien à voir avec la formation que l'initié a, de la prise de distance avec justement ça. Dans ce contexte, pensez-vous vraiment qu'un initié réel, au sens propre, peut être un bon leader qui amène son pays vers le développement tel que nous le concevons? Bon, j'ai beaucoup d'autres curiosités, désolé d'avoir été long. Non, mais c'est très agréable, c'est un guide de vous écouter. Moi, j'aimerais bien vous écouter tout le temps sans jamais parler, parce que peut-être quand je vous entends, quand je vous vois sur vos émissions, je vous ai dit la dernière fois, j'ai toujours eu un grand bonheur à vous écouter. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, c'est vous qui m'écoutez. Oui. Et je sais que vous allez avoir le même bonheur que j'ai eu à vous écouter. C'est déjà le cas, vous l'avez dit. Le premier élément de votre intervention, c'est en lien avec le choc culturel que ça pourrait produire, cette façon de retourner un peu dans notre tradition. Oui. D'accord? Bien. Là où je me sens un peu confortable, c'est que je retourne dans ma tradition, pas du point de vue culturel, mais du point de vue culturel. Et c'est pas facile à dire, mais on peut le dire avec force aujourd'hui, et on doit apprendre à le dire davantage. Pourquoi? Parce que nous avons convenu que notre société désormais est laïque. Et en tant que telle, les religions en tant que telles doivent avoir leur espace doivent s'insérer dans l'espace privatif de chacun. Mais ce qui nous met ensemble, c'est forcément là où nous mettons de côté les différentes religions en tant que telles, et nous regardons ensemble comment nous pourrons faire société et vivre, de nous développer ensemble. Et si nous pouvons prendre des exemples sur ce qui est de notre culture religieuse pour pouvoir nous en sortir, pourquoi pas? C'est toléré, c'est accepté de partout. Pourquoi c'est accepté de partout? Je ne vous fais pas un scoop en vous disant que le monde dans lequel nous vivons, nous, aujourd'hui au Bénin, en regardant le métissage que nous utilisons pour parler de notre société, de notre socialisation, qui est le mélange des airs, l'air culturel Adja-Tado, l'air Yoruba, et puis ce mélange Adja-Tado-Yoruba qui est un mélange qui fait que du sud du Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire, nous revendiquons les mêmes choses, pratiquement nous sommes les mêmes instituts là. Et quand on regarde ça, on revient à dire une chose dans son importance, qui est que l'homme, globalement, qui a connu ce métissage, qui a connu ce mélange-là, mais est venu avec chacune des choses qui sont propres à chacun des airs qui ont, c'est ça, hein, l'air Tado, ce qui est propre à l'air Tado, l'air Yoruba, ce qui est propre à l'air Yoruba. Et ensemble, on a fait une sorte de mélange qui fait qu'on n'est plus l'air Tado, Adja-Tado, on n'est plus air Yoruba, et on est quelque chose d'autre. En tout cas, on est nouveau. C'est ça que j'appelle le métissage. Alors, par rapport à ce métissage-là, nous avons compris que ceux qui sont d'un côté vont puiser chez l'autre, vice-versa, et ensemble on grandit et on grandit. En aucun cas, on ne peut imaginer que ces façons de grandir ensemble, de faire société ensemble, parce qu'on met collectivement, on agglomère les éléments de développement qui sont puisés dans notre culture, nous posera problème. À toi, nous amènera vers les choix. Par contre, je vais bien dire une chose. Si on fait le choix de que ça s'accroche à une religion, un exemple, les portes ne sont pas fermées, mais c'est un travail. Lorsque nous avons pris la loi à Porte-Novo sur
l'interruption volontaire de grossesse pour protéger une part de notre population qui cherche la gamme avec le risque que ça comporte. Nous avions un président de l'Assemblée nationale qui, par rapport à un certain nombre de convictions que c'est le ciel, a refusé d'accompagner cette loi de la République. Beaucoup étaient outrés par rapport à ça. Mais il a fait quoi? Il a fait sortie publique en disant qu'il est contre et qu'il n'acceptera jamais cela. Le lendemain, il retourne à l'Assemblée et signe le test. Je me suis rendu compte que c'était une façon d'aller donner raison à sa culture qu'il a importée, donner raison à ses congénères qui, de là où ils sont, depuis Rome, Vatican, le regardent pour dire mais qu'est-ce qu'il a fait comme démarche par rapport à ça? Pour dire voilà, il s'est dédouané en disant qu'il n'est pas d'accord, au moins il a dit. Et il est venu accompagner. Vous voyez ce que je dis? Donc c'est un peu à cela que je suis en train de faire, de faire recherche. On peut ne pas forcément être d'accord avec ce qui est en cours. On peut ne pas imaginer qu'on a gagné autrement. On peut oublier même son passé, soi-disant. Mais il ne faut pas l'oublier entièrement. Il faut voir qu'est-ce qui reste là-dedans, qu'est-ce qui fait qu'on peut aller ensemble avec ça là-dedans. Les Vodun Days, ce qui dérange les Vodun Days, ce n'est pas tant que ça le fait que nous pratiquons, puisons dans le culte vaudou pour faire de la culture. C'est le fait juste qu'on évoque la question des vaudous, le mot vaudou là-dessus. Je vais donner un exemple qui vous fait. On a fait à Ouida, 6 janvier dernier, en lien avec le jumelage de la ville de Ouida et de la commune de Nouvelle-Orléans, en lien avec le développement, l'activation du volet culturel de cet accord. On a fait un festival de jazz à Ouida pour faire une première, parce qu'on va en faire une tous les ans. Okay. Mais ce festival de jazz, c'est une convention qu'on a signée avec la Nouvelle-Orléans pour que la Nouvelle-Orléans accompagne le festival de jazz au Bénin. Mais qui dit Nouvelle-Orléans dit le monde entier, là où le jazz se célèbre. Mais qu'est-ce qui fait que la Nouvelle-Orléans va venir accompagner le Bénin pour faire encore le jazz? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore entendu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore eu comme son? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? Mais on leur a dit, attendez, vous n'avez rien vu encore. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? On dit, vous avez le jazz, elle est sur vos berges, à part des rythmes, des sonorités, des spiritualités qui sont venues d'une certaine partie de l'Afrique, dont le Bénin est le centre. À partir de là, vous avez rencontré les autres, Européens, les spiritualités, les musiques, vous avez créé le jazz. D'accord. Mais depuis, les sons que vous avez connus là-bas, vous les faites évoluer là-bas, en cercle fermé. Mais les sons de base vont continuer à évoluer au Bénin. La religiosité qui a créé ces sons a évolué. D'autres religions sont apparues, d'autres sons sont apparus, d'autres spiritualités sont apparues. Si vous ne revenez pas nous voir pour rétroalimenter votre jazz avec les nouvelles sonorités, les nouveaux sons, eh bien vous êtes en retard. Ah, vous avez raison. Et subitement, on a signé la convention. Et ceux qui étaient au festival ont bien vu la façon dont on a fait le choix d'incorporer nos percussions actuelles aux grands musiciens qui sont venus et dans un ensemble qui ne dit pas son nom. Tu vois le grand batteur, le grand saxo avec le tambourineur de Vodou système de nous et que tout le monde était heureux enfin pour dire mais c'est vrai ce que vous avez dit. Du coup, la Nouvelle-Orléans a décidé de revenir à Cotonou au mois d'août prochain, le 23 août, avec un full orchestre pour venir faire le jazz à Vida. Donc, quelque part, nous sommes dans ce besoin de ne pas considérer que c'est un choc, mais nous sommes dans le partage, dans une certaine évolution par rapport à cela. Et dire que le monde tel qu'il est, quand on va évoluer. Et donner de la place à ce qu'on puisse le faire ensemble. Si on ne donne pas cette place-là, c'est vrai, on ne va pas aller. Le vaudou en tant que tel, choc, non. Deuxième chose, les nouvelles, qu'on appelle ça, pratiques qui nous intéressent aujourd'hui, ne nous enlève pas, l'eau s'en faut, le caractère, enfin notre base culturelle qui est le vaudou. Mais comme l'a dit le président de la République, quand on prend les autres pays, leur base culturelle aussi c'est quelque chose d'autre. Le monde judéo-chrétien, France, Israël, tout ce monde-là, eh bien, c'est ça, c'est le judaïsme, la chrétienté qui est leur base culturelle. Quand on regarde les Indiens et tout, quelque part c'est l'hindouisme, le shintoïsme, aussi les bases culturelles. Et ils se comportent en tant que tels, même s'ils n'ont pas de pratique religieuse. Donc moi je reviens à ça. Nous avons le temps d'en parler davantage, hein, de voir si on vient de commencer, jusqu'où ça nous amène, nous avons le temps d'en parler davantage. Maintenant, regardons le développement. Peut-on parler d'initiation et développement? La réponse est oui.
Quand j'étais en terminale, j'ai eu un devoir de français pour dire, je ne sais plus comment c'est libéré, mais le poids de la tradition sur le développement. Moi, j'avais décidé que, oui, la tradition s'empêche le développement. J'avais écrit comme ça, j'ai écrit 4 heures de proposition française. Moi, j'ai ma copie, c'est pas la moyenne. J'ai dit, mais pourquoi? Vous ne pouvez pas dire que la tradition... Non. Dites que la tradition, ok, empêche le développement, mais il y a des conditions dans lesquelles ça aurait pu aider le développement. Si vous ne dites pas ça, vous n'avez rien dit. Ah, ok. Du coup, j'ai accepté de ne pas avoir la moyenne. Bon. En terminale toujours, on est devenu marxiste-léniniste, composition de marxisme, et on m'a dit, la philosophie marxiste-léniniste n'est-elle qu'une copie de la philosophie classique par les autres, comme le disent les anti-révolutionnaires commentés? On a dit, oui, bien sûr, ils n'ont rien fait de nouveau. Ils ont fait que copier. Pareil, pas de moyenne. J'ai dit, mais comment j'ai pas la moyenne? Mais non, vous devez reconnaître effectivement que la philosophie marxiste s'est inspirée de la philosophie classique traditionnelle, on vous le reconnaîtra, mais vous avez l'obligation aussi de reconnaître que, bien que ça ait été une copie, ça s'est amélioré, ça s'est optimisé, et c'est plus avancé que l'ancienne, c'est ce qu'on attendait de vous. Voilà. Personne ne m'avait vraiment dit la chose de cette manière. Par contre, avec le temps, j'ai fait mon chemin, j'ai fait mon parcours, et je me suis rendu compte d'une chose. Le monde initiatique en tant que tel, autant je disais tantôt que ça va donner comme salaire, hein, comme je disais, le leadership, la résilience, la connaissance de soi, ainsi de suite. On peut ne pas y aller en tant que tel et avoir les mêmes choses, c'est ce que je disais. Et je disais ça en parlant de moi à un moment donné. Et je disais au début de la causerie que la chance que les gens qui sont ici aujourd'hui ont, c'est que je vais leur parler, je vais vous parler de l'initiation dans le domaine en question. Mais à quelle initiation moi-même je ne l'ai pas. Et comment j'ai fait la mienne? J'ai fait la mienne en m'auto-initiant. Et cette auto-initiation comportait de la capacité d'écoute, capacité d'interrogation, capacité de lecture, et puis des questions que je pose au livre. Et des fois la réponse est dans le livre, des fois la réponse est chez le sachant qui accepte de me répondre parce que lorsque je viens le voir, on est dans un échange. Je donne l'exemple majeur qui caractérise ma vie aujourd'hui, c'est ma connaissance sur le Legba classique, le Tolegba. Le Tolegba ici, on ne va pas en parler aujourd'hui, je pense que si je pose la question, autant que nous sommes, il n'y en a pas deux dans la salle qui connaissent bien le Tolegba, comment c'est conçu, comment ça fonctionne, quelle est sa philosophie. Et quels sont ses adeptes, quelle est sa fonction sociale, le Legba globalement. Nous disons chez nous Legba diable, hein, Satan, c'est ce que nous disons. Ok. Bon. J'ai rencontré un chef de couvent, Egungun, à Ouida. Je lui ai dit, mais lorsque tu fais sortir tes divinités, tes invités revenants, quelle place tu donnes au Legba là-dedans? Il dit, mais non, il n'a pas sa place là-dedans. J'ai dit, si, il a fait la place obligatoirement. Deuxième chose, comment est-ce que tu fais le rythme, les chants et danses de Legba avant de commencer quoi que ce soit? Il me dit, mais il n'y en a pas. Il dit, mais pourquoi tu m'as dit qu'il n'y en a pas? Si, qu'il y en a. Et je lui dis, tu t'assois, je te parle. Il dit, non, moi je suis le chef. Il dit, d'accord, tu es le chef, mais écoute-moi d'abord. Quand on a fini de discuter, il m'a dit, ah, ben oui, mes parents ont fait ça, mais nous on ne fait plus, donc on devait recommencer à faire alors. Il dit, non seulement vous allez recommencer à faire, c'est ce que vous allez faire. Et puis, d'où tu viens tirer ces informations? Ces informations, je les tiens numéro 1, de lecture. Numéro 2, avoir rencontré des peuples d'Afrique qui ont migré. C'est-à-dire, j'étais à Cuba, j'ai visité le musée, comment on appelle ça, pas le musée, on appelle ça le conservatoire de l'art de Nago Yoruba de Santiago de Cuba, où le Legba et Legua étaient mis vraiment en vedette. Et là, on te raconte ton histoire pour comprendre malheureusement que le Legba n'est pas africain. Il n'est même pas béninois. Deuxième chose, que le Legba aujourd'hui existe dans des contrées aussi lointaines que la Chine, dans sa forme initiale. Et les accoutrements qu'il utilise depuis la nuit des temps est exactement le même que nous utilisons aussi chez nous pour les accompagner à la date d'aujourd'hui. Et comment est-ce que le Legba est érigé, pour quelle fonction?
cette capacité-là, le gardien et tout. Alors, quand on m'a raconté tout ceci, je ne pensais pas à dire, mais c'est vrai, il faut en savoir un peu plus. J'ai posé des questions autour de moi, à gauche, à droite. J'ai rarement eu la bonne réponse, jusqu'à tomber sur quelqu'un qui, un peu comme Stéphane l'a fait, a cru que je savais beaucoup de choses et m'a demandé d'être reviewer d'un document qu'il a fait d'écrire sur les Vodou. Il m'a fait reviewer de ce document-là, dans lequel la question de l'Egba est développée, mais en long et en large, et dans notre pays, endroit par endroit, là où c'est, ainsi de suite. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Ben oui, quand je pose la question aux gens, on me dit, oui, c'est vrai. Connaissez-vous tel monsieur qui est resté ici? Oui, on l'a connu. Ah. Sauf que, il a fait ça. Mon ami de Ouida, je lui ai dit, je vais te le prêter, tu vas le lire. Mais une fois que tu l'as lu, s'il te plaît, pour l'instant, tu ne le gardes pas, tu me le remets, parce que pour l'instant, ce livre est sous embargo. Voilà ce que je veux dire. Et c'est pareil pour les autres choses, c'est-à-dire que dans la façon de faire, de voir chaque chose, il y a toutes les dimensions qui sont là-dedans. Et quand on revient maintenant au développement, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ceci, et qu'un individu a un peu plus de capacité, mais il est un peu plus ouvert, il s'affranchit de la question de c'est interdit, et il y va. Pourquoi? Parce qu'à lui, on lui a donné la lumière, la capacité de voir, la capacité d'entendre. Celui à qui on ne l'a pas donné, il va rester encore en situation de... Est-ce que je veux dire? Lorsqu'on vous dit que le monde, on peut connaître le monde, spontanément, c'est non. Spontanément, d'ailleurs, en tant qu'Africain, naturellement, vous n'avez pas le droit de vous interroger. Hein. Si vous interrogez les anciens par rapport au secret, c'est un sacrilège. Non, vous devez accepter exactement ce qu'on vous dit et c'est tout. Si vous entendez les oraux la nuit, s'il vous plaît, vous couvrez la tête et vous dormez. Il est interdit d'aller voir par la fente de la porte si par hasard ce qui se passe dehors, c'est une lame qui vibre autour d'une corde ou si c'est une jarre qu'on couteau, c'est interdit. Hein. Et si vous le faites, théoriquement, vous mourrez. Donc, vous ne devez pas faire ça. Or, tout enfant naturel doit dire, mais que se passe-t-il? Pourquoi? Pourquoi ce bruit-là? Pourquoi je dois m'enfermer, je devais aller voir, ainsi de suite là. Sauf que dans notre société, celui qui a initié, on lui donne le droit d'y aller directement. Et lui, attention de ce droit-là, il peut venir dire à ses enfants, ne vous en faites pas, c'est ci, c'est ci, c'est cela. J'étais avec mon papa un jour au marché d'Antopa, on attendait notre maman qui faisait les emplettes. Le revenant venait vers nous. J'ai dit à papa, viens, on va fuir. Il m'a dit non, reste là où tu es. J'ai dit, mais attends, il va te tuer si on ne fuit pas. Il m'a dit non, je ne mourrai pas. J'ai dit, mais qui est-il pour ne pas mourir lorsque le revenant s'approche? Et plus le revenant s'approchait de nous, et moi j'étais prêt à détaler, mais j'avais de la peine pour mon père parce que j'étais confiant que j'allais vite courir. Mon papa, il ne peut pas courir. S'il ne peut pas courir, pourquoi il ne fuit pas pendant le revenant s'approche de nous? Aujourd'hui, j'ai compris que lui, il a la notion dont nous parlons. On lui a dit quelque chose. Il a une information. Il a une initiation que je n'ai pas. Ça lui a permis de faire le choix entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Parce que... Donc, voilà. Et quand je regarde le monde européen, vous voyez, quand on prend le cas de la France, par exemple, aujourd'hui, la politique française, 50% s'est fait à l'Élysée et au Palais Bourbon. Les autres 50% s'est fait dans les temples. Hein. Alors, je dis temple pour ne pas dire loge. Si je dis loge, tout le monde comprend. C'est fait dans les loges. Et quand on est en loge, c'est que forcément, c'est le monde initiatique. Et plus de 50% de la politique, elle est faite dans les loges. Voilà. Donc on va accepter que c'est pas antinomique, on peut faire avec, on devrait continuer de nous interroger, comme je disais au départ, par rapport à cela. Bonsoir, chers tous. Franchement, j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne vais pas redire ce que le prédécesseur avait dit. C'était tellement beau que je continue de réfléchir. Mais j'ai une préoccupation. Une seule question directe. Nous avons été colonisés. Il y a eu un mélange, un brassage. On lui a donné tous les noms possibles. Aujourd'hui, nous avons un peu perdu le repère, mais nous essayons de nous retrouver. Alors, ma question la voici.
quel est l'impact de... Moi, j'observe de mon côté, à vous entendre, des situations conflictuelles qui n'ont pas de nom, qui dépendent des religions et des brassages. Et je voudrais savoir, le côté culturel dont on parle aujourd'hui, est-ce que ces situations que nous avons vécues depuis la colonisation à ce jour, dans l'interprétation de la religion en général, je veux parler dans tous les sens, est-ce que ça n'impacte pas négativement sur ce que les compréhensions qui devraient nous aider à amorcer un développement par nos cultures nous apporteraient entre-temps si on n'avait pas perdu ces repères? Et en quoi est-ce qu'on y travaille? Voilà. Je m'en arrête là. Oui, alors, des fois on pose la question parce qu'on veut une réponse pour améliorer sa propre compréhension. Mais des fois la réponse qu'on donne vous pose encore plus de questions que la compréhension que vous voulez avoir. C'est ça, c'est ce exercice qu'on peut donner. Vous voyez, vous interrogez aujourd'hui le monde dans lequel nous évoluons ensemble avec tout ce que ça comporte de nouveau, initiatique ou non, en lien avec le passé qui est le nôtre et tout ce que nous avons hérité de nos passés, que nos parents ont hérité de leurs propres parents, et ainsi de suite. Est-ce que ça clash? Moi je dis aujourd'hui non, parce que votre préoccupation c'est ça clasherait où? Non, ça ne clash pas. Et pourquoi ça ne clash pas? C'est parce que nous sommes dans une continuité dont nous ne nous rendons pas compte. La continuité c'est quoi? C'est là que je vais vous mettre dans l'embarras. La continuité c'est que, je vais vous remettre juste un peu dans un peu d'ethnologie, pour retourner au peuple d'Abomey où tout s'est passé. Abomey où on a fait les entrées, on a les rites initiatiques de chez nous, ainsi de suite là, c'est là-bas que ça s'est passé. Que je veux dire. Très bien. La population qui ont fait Abomey, qui ont créé la royauté d'Abomey, dans leur passé ancien jusqu'à passé proche de nous, est-ce qu'on vous a dit que c'est des populations qui sont d'origine Yoruba? Vous voyez, tout à l'heure en parlant, j'ai parlé de métissage, que l'ère Adjatado a rencontré les Yoruba, ainsi de suite là, qui ont migré, on a fait un métissage. Si on avait du temps à parler d'autre chose, je dirais aussi que ces Yoruba ont facilité le métissage. Pourquoi? Parce que, suivant notre histoire, Ousmane Danfodio, qui a commencé la razzia par rapport au djihad, besoin de se convertir les musulmans, est descendu de Fouta et est descendu sur le Nigeria, et les populations qui ont fui devant Ousmane Danfodio au sud du Nigeria, ce sont les Yoruba chrétiens. Et comme ils ne veulent pas se faire enrôler dans l'islam, ils ont fui en direction de l'ouest vers nous. Donc la poussée de Danfodio a fait que cette population a essaimé le Bénin, le Togo, jusqu'en Côte d'Ivoire. Et on a donné une autre théorie de l'essaimage qui a fait le métissage culturel à Djatado et Yoruba, ainsi de suite là. Peu importe, on est resté les mêmes. Ce qu'il y a, c'est que si ce n'est que rien que le dernier métissage, qu'est-ce qui fait que tout est ancré dans nos traditions du point de vue mélange Nago-Yoruba et Gungu en tant que tel? Pourquoi? Parce que je veux dire, très bien. Cette population dont je parlais, qui était là, on a trouvé les preuves que c'est une réalité qui vient qui sont venues du Nigeria. Mais cette population de Yoruba du Nigeria vient d'où? Vous voulez répondre? Ils viennent de l'Égypte. Et comme on fait en biologie, en géologie, comment est-ce qu'on va trouver les moyens de faire la preuve, gravure rupestre, éléments archéologiques pour faire la preuve? Comme par curiosité, on en a trouvé à Abomey. La prochaine fois que vous allez visiter le palais d'Abomey, qui est en travaux, ils vont l'ouvrir bientôt, ou bien que vous visitez le palais privé du roi Béhanzin actuel, vous allez voir 2 colonnes dans la porte d'entrée principale. 2. Au lieu d'être en béton, en pierre, c'est tissé en végétal. Et quand ça a pourri, on en remet 2 autres. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi ça? On m'a dit, mais ce sont les colonnes. Mais quelles colonnes? Le roi Pharaon, à Abomey. Ah. Vous me suivez?
Autrement dit, lorsque on revendique une certaine antériorité par rapport à qui nous sommes, nos affaires, et ce suite-là, je pense que tout le temps qu'à moi était venu par là, avant que nous commencions par parler de notre espace culturel ici, parce qu'ils sont venus de là-bas. Donc, quand on regarde la façon dont nous nous comportons, on remonte un peu l'histoire, on dit, mais le fa, la divination par les combinaisons aléatoires en question. Mais pareil, Égypte. Ça vient d'Égypte pour atterrir où? Pour venir prendre son essor à Abomey. Mais le fa d'Abomey, est-ce que c'est le plus puissant? La réponse est non. On dit que le plus puissant, c'est le fa de Oyo du Nigeria. Et lorsque quelqu'un, un devait être capable de combiner les deux techniques, eh bien, il est au-dessus de tout le monde, Kedegbe. Pareil, j'ai été regardé sur ce livre, et là-dessus, il y a encore un embargo pour l'instant. Qu'est-ce que je veux dire? Et pour pouvoir faire les choses bien, on a pris les symboliques qui sont venus de l'Égypte, et on a commencé par imaginer une autre façon de fabriquer nos propres symboliques qui singent un peu celles de l'Égypte pour faire nos symboliques à nous. Donc, au lieu de ces traits qu'on met à gauche et à droite, vous allez voir que tout autour, c'est des petits ronds qu'on met pour singer les traits et faire les équivalents. Et on a pu leur donner des noms, je ne vais pas répéter pour vous le montrer. On a pu leur donner des noms, hein. Excusez les amis. Enfin, ce n'est pas la question fondamentale. On verra ça une autre fois pour ne pas perdre du temps là-dessus. C'est pour dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que cette question, telle qu'on la pose, non, en réalité, nous sommes dans une continuité. Et cette continuité, de ce que nous savons, nous décidons qu'il y a coupé ici, il y a coupé là. Non, c'est une grande continuité dans laquelle nous sommes. Et lorsque nous sommes capables d'interroger les autres, eh bien, les réponses qu'on nous donne nous posent problème. On dit, mais attends, c'est pas si vrai que ça. Oui, c'est vrai que ça. Lorsque vous avez vu la case des 41 femmes, c'est 41, non, au royaume d'Abomey, qui sont 41 femmes enterrées vivantes parce que leur mari, le roi est mort et qu'il ne peut pas partir tout seul de l'autre côté, on dépose les dames dans le caveau, dans la tombe, disons comme ça, avant de venir déposer le corps et pour qu'ils partent avec les personnes qui l'a géré le plus. Mais quand on voit ça, quand on voit la façon dont c'est conçu aujourd'hui, allez voir Abomey, vous allez voir que c'est une copie grosso modo, mais lorsqu'on regarde de près, il y a quelque chose de voir avec les pyramides. Hein. Pyramide comme caveau, pyramide comme tombeau royal. Et c'est pareil, actuellement la case où pétri en sang et en tête de bas en question là. Vous voyez, tel que c'est couvert, tout c'est fait, exactement la pyramide. Je ne suis pas en train de réécrire l'histoire, hein. Je ne suis pas un historien. D'accord? Mais je dis, nous avons des questions qu'on se pose, et quand on va interroger nos pratiques, nos réalités, quand on regarde un peu ce autour de nous, nous voyons très bien que nous sommes dans une continuité, plutôt que dans une coupure et un recommencement. Coupure et recommencement. Voilà ce que j'ai un peu vous apporter comme réponse. Et je disais tantôt que ma réponse va vous embarrasser. Pourquoi? Parce que désormais, vous allez retourner et chercher. D'accord? Voilà ce que je pense de votre... Y a-t-il un peu Merci, bonsoir M. Talon. Ça commence bien. À bien vous écouter, l'importance des savoirs endogènes pour la formation d'un citoyen de type nouveau n'est plus à démontrer. Non. Et nous savons chez nous que la principale fabrique des citoyens, c'est l'instruction, c'est l'école, c'est la fenêtre sur le monde moderne. Et vous ne semblez pas favorable à l'entrée du monde initiatique dans l'école moderne. Et si on vous demandait de proposer un modèle, vous proposeriez quoi de façon concrète pour qu'on puisse lier les deux mondes et faire disparaître le hiatus? Je serais à l'aise en disant que je n'ai pas d'initiation. Je l'ai dit tantôt. Je n'ai pas été initié. Mais je vais vous dire la vérité par rapport à ça, c'est que dans beaucoup d'endroits où je suis passé à discuter avec les gens, à échanger avec eux, ils m'ont tous dit, vous n'êtes pas initiés, mais vous êtes des nôtres. Quelqu'un m'a dit un jour, vous êtes un maçon sans tablier. Est-ce que vous dites? Comme je le dis,
la vérité absolue souvent, mais il y a des vérités et vérités. D'accord, je peux dire. Okay. Très bien. Le monde initiatique en tant que tel, que je ne suis pas favorable, c'est pas exactement ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai plutôt dit que nous sommes dans un monde ésotérique où l'ésotérisme en tant que tel voudrait dire des actions, des pratiques, des mises en commun, mais ouvert à des personnes appelées. Pas ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, dans la définition, à la fin, c'est dit interdit au grand public ou non ouvert au grand public. C'est beaucoup plus ça. Et c'est vrai, je disais que les 13 millions que nous sommes dit que nous allons nous ouvrir à nous tous à l'école du FA pour que nous puissions l'utiliser pour le savoir du quotidien. Je pense que c'est un vœu un peu pieux, c'est ce que je disais. Parce que les 13 millions ne seront pas tous médecins. Les 13 millions ne seront pas tous ingénieurs de points chaussés. Il va falloir que certains en fassent, d'autres en fassent cela. Maintenant, en lien avec la question initiatique, je disais aussi, je suis aussi d'accord que ce soit une cooptation et que les personnes qui ont envie d'y aller d'une certaine manière puissent aller, mais disons, directement. Et je disais au départ, lorsqu'on en parlait de l'initiative, qu'il y a la possibilité d'y aller parce que on prend par la main. Vous êtes accompagné par un précepteur ou un maître qui vous accompagne, qui vous dit, et qui dit un jour, ça y est, il est bon. Vous pourrez aussi aller de tout, vous seul, et faire votre propre transformation à travers vos écoutes, vos lectures, et vous en sortir. C'est ça ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que je suis favorable au monde initiatique? La réponse est oui. Est-ce que je pense que tout le monde peut y aller? Je le voudrais. Je ne pense pas forcément que ça marcherait. Mais ma question, c'est comment on fait pour y arriver sans... je ne sais pas, sans forcément opposer les deux mondes. Moi, je ne les ai pas opposés. Non, justement, tout le monde n'a pas l'opportunité de faire le chemin que vous avez fait. Est-ce qu'il n'est pas possible de donner l'opportunité à toute personne qui le voudrait de suivre un chemin, même liminaire, pas forcément très poussé, quitte à chacun d'approfondir plus tard? Non, je suis d'accord avec vous. Et si on vous demandait de proposer un modèle? Je proposais le modèle que les Brésiliens ont fait. Les Brésiliens, ils ont fait simple. Ils ont décidé que le Yoruba était devenu leur langue nationale. Si vous parlez Yoruba, vous parlez un peu Yoruba, un peu bien, vous n'avez pas de boulot. Billet d'avion, Brésil, embauché, prof de Yoruba. Garantie 100%. Deuxième chose, ils ont introduit le FA à l'école primaire. Pour dire que c'est leur ancêtre. C'est cette façon qui sort de la question du vaudou et qui est un instrument, et que cet instrument permet à l'enfant d'apprendre de la philosophie, de la sagesse, et que si on est enfant, on apprend plus vite et mieux. Les 200, combien là 56 signes là que l'enfant apprend en une semaine. 200 adultes, il lui faut un an. Maintenant, chaque symbole du phare est accompagné de 40 chants et danses, 40 symboliques, 40 histoires de légendes qu'il faut réciter pour l'étoffer. Les enfants, ils apprennent ça très très vite. C'est ce qu'ils ont fait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ok, oui. Sauf que quoi? T'as qu'à dire au Bénin là, que le Yoruba est devenu une langue obligatoire pour tout le monde. là, aujourd'hui. Mais si tu vends la notion de que ils vont pouvoir interpréter le fa, ils vont comprendre, ils vont mieux aller, vas-y. Donc mon envie c'est ça, hein. J'aurais bien voulu. Moi, quand on a fait l'alphabétisation en français, dans les années de révolution, j'étais farouchement contre. Non, c'est ça, hein. L'alphabétisation en langue nationale, j'étais contre. J'ai dit, mais quel est l'intérêt de développer la capacité de l'individu, les 40 qui sont à Porte-Nouveau, les 50 à Abomey, les 75 à Caracou, et qu'on ne peut rien faire pour que nous puissions tous rester ensemble parler de la même voix. Faisons ça en français, on parle mal le français, d'accord, mais au moins on se comprendra ensemble. On dira, je fais cette démarche-là, dans ce contexte-là. Mais je disais aussi que, en tant que bon Africain, j'aimerais bien être en communication avec mes semblables là-bas et ici. Du coup, il y a des langues en Afrique qui sont des langues qu'on appelle véhiculaires, que j'aurais pu apprendre plus sur ma propre langue. Le Hausa, le Swahili, le troisième c'est lequel?
Non, le Bambara, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et tenez-vous bien, le Bambara a été la langue obligatoire pour les conscrits de l'armée coloniale. Les conscrits du Bénin, du Mali, du Niger et tout, étaient éduqués en Bambara et apprenaient le Bambara. Parce qu'on avait besoin d'une langue pour eux. Mais nous, on avait déjà une langue qui est... Quand vous prenez le Peul, Fulbe, voilà. Vous prenez le Peul, mais vous descendez le Fouta, vous descendez par la Guinée, vous descendez par le Nigeria, vous descendez par le Burkina Faso, le Mali, tout le monde parle Peul. Jusqu'ici, au nord du Bénin. Moi, j'étais d'accord qu'on prenne une de ces langues-là, une bonne langue véhiculaire, que nous apprenions cette langue-là, qu'on nous oblige, et que ce soit le Bénin, le Togo, le Nigeria, qu'on puisse parler la même langue. Et si c'est le Swahili, je vais encore bien. Parce que le Swahili, c'est toute l'Afrique centrale, ça remonte jusqu'au Sahel, le Swahili aussi de temps en temps. Et maintenant, toute l'Afrique de l'Est. Vous voyez, je serais encore d'accord. Mais on en est là. On en est là que si on le fait aujourd'hui, ça va être difficile. Par contre, la question que tu m'as posée, si j'ai un modèle à proposer, le modèle que j'ai vu aujourd'hui qui m'a séduit, je n'y croyais pas, mais j'étais séduit, c'est celui-ci. C'est l'entrée du phare à l'école, avec le préalable de que le Yoruba est devenu la langue officielle des enfants. Demain, ils vont parler Yoruba mieux que nous tous. Ils vont le créer, ils vont faire ce qu'ils vont faire, et nous, on va faire semblant de dire que c'est... On est des nagos, on est des vrais Yoruba, mais au fait, voilà, on est là. Je vais prendre cette parole-là pour nous amener sur ce que je vais appeler la conclusion à mon niveau, les éléments qui nous ont réunis ici ce soir, parce que, vous voyez, ça comportait quelque chose de malin. Si c'est dans le cas de sacré, j'allais dire quelque chose de sacré, un peu comme pour dire le mot sacré dans son aspect adjectif, magnifique, qualificatif supérieur, dans tout ce que on a fait aujourd'hui, fondamentalement au niveau du thème qui nous a amené à la causerie. Les créances, les créances initiatiques, on a dit sacré, on a dit ésotérisme, et on a fini par dire dans la formation de citoyens, et on a dit les attributs. Non, les valeurs et attributs de Egungun en tant que tel. Mais quand on a dit ça, on a fait le choix de considérer que nos traditions en tant que telles avaient cette capacité de nous structurer, de nous aider à être des vrais citoyens. Pourquoi? Parce que nous allons apprendre depuis la maison, depuis nos traditions, à respecter ce qui est l'héritage de nos grands-parents, de nos parents, de nos ancêtres. Et cet héritage, c'est la cité qu'ils nous ont léguée avec ce qui régit cette cité-là. Le fait que nous ayons l'obligation de l'entretenir, de le transmettre à nos enfants, à travers ces principes, ces lois que nous allons apprendre à respecter scrupuleusement. Et puis, la façon de faire en sorte que non seulement il faut le répéter, mais on a mis aussi les conditions, les moyens qui permettent à la société de vérifier, de surveiller que non seulement c'est répété, mais que ceux qui l'ont bien respecté ont une gratification, ceux qui l'ont mal respecté ou ne respectent pas du tout ont eu une punition en tant que telle, correspond un peu à ce que j'ai vu globalement dans le cheminement qu'on a fait comme ça. Alors, vous voyez, on va prendre pas à pas. Le premier élément, c'est la notion de Egungun même en tant que tel. Pourquoi ça est venu nous envahir quelque part par ici? Parce que nous voyons partout par là animation, ambiance, fête, réjouissance populaire, qui n'a pas pris ses sociaux dans la main et pour subir la course-poursuite des Egungun et être content parce qu'il a couru, parce qu'il a échappé. Lequel d'entre nous n'a pas reçu de temps en temps un fouet parce qu'on n'a pas couru assez vite et le revenant s'est trop approché, ainsi de suite. Mais quand on regarde tout ceci, c'est une seule chose. On parle des Egungun. Qu'est-ce que c'est? Et si on sait qu'est-ce que c'est, pourquoi on est dans cette situation de courir devant Egungun et qu'est-ce qu'il lui fait en train de nous chasser? Qu'est-ce que je veux dire? Y a-t-il que ça dans sa vie d'Egungun, ou bien il y a autre chose? Ce sont ces éléments-là qui sont les éléments qui m'ont interpellé. Pour dire quoi? Que lorsque on fait le choix de regarder de près la façon dont notre société fonctionne, eh bien, il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas que le Egungun, mais c'est le bon exemple. Équivalent de Egungun chez les fonds, il y en a un, il y a une divinité qui se comporte pareil.
on est mort, on revient, en cercle, on frappe la voilà, pareil, d'accord. Bien. Il y en a un autre qui se comporte seulement en cercle fermé. Il y en a un autre qui se comporte que dans la nuit et qui a des fonctions différentes. Prenons les gougous simplement. Et que les gougous, globalement, ce n'est que ce n'est qu'un rituel funéraire, initialement. Exactement comme le Tchenkoumé, le Tchenk système que vous entendez, que vous dansez aujourd'hui, au départ, c'est un rite funéraire. Le Tchenk ne se jouait pas de jour. Quand moi j'ai commencé par grandir, pour aller voir le Tchenk s'exhiber, c'est à 1h du matin, jamais à 17h, jamais à 19h. Jamais. Là, télévision, midi, matin, 9h, 10h, et c'est ça l'évolution. Le revenant, les gougous, hein, c'est un rite funéraire. Et ce rite funéraire célèbre le revenant. Et le revenant, c'est qui? C'est l'ancêtre qui est parti et qui revient sous une forme diverse. Alors, la forme de retour, c'est fondamentalement l'esprit de sa forme, de l'ancêtre, de sa forme esprit. Est-ce que vous dites? Très bien. Lorsqu'on voit comment est-ce qu'il vient à nous, c'est simple. Il vient à nous simplement parce que il est l'ancêtre qui nous a laissé un espace, une vie, une société avant de partir, et qui de là où il est suivait que nous nous comportons bien, que nous chérissons ce qu'ils nous ont laissé, et que tant que nous faisons en sorte que ça se maintient, ça se chérit, ça se bonifie au quotidien, nous avons droit à une rétribution. Tant que nous sommes en situation de faire en sorte de trépasser les principes, de transgresser les règles, on ne peut pas nous laisser faire. En tant que tel, nous allons avoir une sanction. Donc son rôle, c'est de maintenir la société en tant que telle et de faire en sorte que ceux qui font bien les choses sont recommencés. Ces récompenses, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les valeurs globalement qu'on va me donner. Et souvent, on va aller chercher aussi un peu dans le monde initiatique pour mieux les comprendre, mieux les interpréter. Et lorsque nous allons trépasser, nous allons transgresser, eh bien, nous allons subir des punitions. Et ces punitions, si vous avez le chance de regarder les revenants ailleurs qu'à Cotonou et à Porto-Novo, vous allez voir que lorsqu'on a fait la réjouissance populaire, dans le quartier ou dans la maison où c'est sorti, on fait le tribunal général pour dire quels sont les enfants qui, au cours de l'année, ont manqué de respect à leurs parents. Quels sont ceux qui ont fait des choses de l'interdit. Et tous ceux-là doivent venir dans l'arène subir les fouets publics dans l'arène. Les fouets publics, en fonction de votre péché, de votre agression au principe, ça peut aller d'une dizaine à plusieurs centaines de ces trucs-là. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, voilà, c'est ça, corporel, c'est cela, est-ce qu'on peut encore accepter ça? On dit non, on n'a plus le droit. L'annière sur quelqu'un, aujourd'hui, la loi l'interdit. Mais lorsqu'on rentre dans le couvent, eh bien, eux, ils continuent encore de le pratiquer là où ça se pratique d'une certaine manière. Très bien. Mais avant d'arriver à cela, il y a aussi, comme je disais tantôt, lorsque vous avez vécu avec votre vie d'initié, parce que vous ne rentrez pas dans le couvent parce que vous aimez le couvent, le revenant, non. Vous y entrez parce que, vous êtes dans une maison où ça se pratique, et dans cette maison, vous avez été désigné pour subir les formations, le chemin pour y aller. Ou bien, vous êtes des amis, et vous avez fait le choix d'y aller, et on vous apprend aussi comment y aller, comment faire, et ainsi de suite, toute la philosophie qui les accompagne. Donc, lorsqu'on a fait tout ceci, vous êtes en situation d'accompagner ce rituel-là. Mais ce rituel, comme je vous le dis, il y a le côté réjouissance et le côté exclusivement funéraire. C'est le côté réjouissance qu'on donne à tout le monde. Et le côté purement funéraire, c'est réservé non seulement à des initiés, mais à des familles, et ce n'est pas tout le monde qui a droit. Dans tous les cas, que ce soit le côté réjouissance populaire ou bien le côté funéraire, une fois qu'il apparaît, il tient compte de vérifier est-ce que dans la société dans laquelle on est, est-ce que les principes sont toujours respectés, est-ce que les hommes sont toujours vertueux, est-ce qu'il y en a qui trépassent, est-ce qu'il y en a qui agressent. Voilà. Et c'est ça qui est l'élément qui est le plus intéressant que moi je voudrais bien même en valeur par rapport au rite Goungou, en disant en quoi il peut nous aider à forger les citoyens, à structurer la société. Parce que lorsqu'on apprend à bien respecter les interdits, à respecter les principes, eh bien, le reste c'est fini. On est totalement dans la question qui est attendue pour le citoyen. Il paye ses impôts, et il ne jette pas les papiers dans la rue, il va voter, ainsi de suite. Prenez ça en pincettes. Donc voilà. Donc j'en suis à ces éléments-là après. Et maintenant, si vous le voulez, on peut, ce sera à une autre occasion,
je vous parlerai de comment est-ce que le revenant en tant que tel apparaît. Quelle est sa fonction réelle au moment où il apparaît et quelle est sa fonction quand il disparaît. Et ainsi de suite là. On en parlera une autre fois. Mais l'élément que je voudrais juste vous dire maintenant pour finir ce propos, c'est que les revenants ne sont pas du Bénin et n'ont pas été au Bénin de tout le temps. C'est un rite qui nous est venu du Nigeria, par les populations urbaines du Nigeria et qui est venu au Bénin. Alors, contrairement à ce que tout le monde imagine, le revenant n'est pas apparu à Ouida en premier lieu. Le revenant est apparu à Abomey en premier lieu. Pourquoi à Abomey? Parce que c'est à Abomey que sur les faits de guerre que vous connaissez bien, Guézo 1818-1858, a été au sommet des sorts de la guerre contre les Nagos, manifesté en ce moment-là vers les environs de Kétou et d'Abeokuta. On est encore dans le Nigeria ancien. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque on fait ces guerres-là et qu'on a gagné, mais on attrape des captifs, on revient avec, et de temps en temps, on vole tout ce qui est à portée de main, qui peut apporter de la richesse. Enfin, on prend. On a perdu une guerre, et nos trésors royaux sont apparus en France. Mais quand les Kétou, les Abeokuta, les Sakété ont perdu la guerre, les trésors royaux de certaines qualités sont apparus à Abomey aussi. C'est comme ça qu'à l'une des razzias, ils ont ramassé tout ce qu'ils ont trouvé là où les gens ont fui, comme les costumes des revenants, les costumes qui étaient d'une beauté qu'ils n'avaient jamais trouvée auparavant, qui étaient brodés de fils d'or, waouh, ils sont revenus avec ça à Abomey. L'histoire dit que lorsqu'ils sont revenus avec, les premiers qui les ont manipulés sont tous morts. Et ils n'avaient pas compris pourquoi ils sont morts. Mais comme on fait les razzias en attrapant et les hommes et les biens, les captifs qui venaient de là-bas avec eux ont pu expliquer aux différentes personnes qui étaient en charge pour dire ces choses-là, voilà. Donc ils ont compris la façon dont les tissus étaient induits de poison qui fait leur protection contre les usurpateurs. Donc avec l'aide de ces propres captifs, on a pu fabriquer d'autres costumes, faire en sorte de désactiver ces costumes qui sont enduits de poison. Et eux, ils ont aidé à mettre en place le rite dont on a besoin, d'autant plus que des populations razziées qui sont amenées, on en a distribué à gauche à droite, à qui on a autorisé faire ces cultes-là pour honorer leurs ancêtres dans les besoins de se retrouver. C'est la raison pour laquelle ce rituel est apparu d'abord à Abomey, à l'occasion de ces razzias-là. On est entre les deux rois, Guézo et Glélé. Et c'est eux qui les ont installés vers Abomey, vers Ouida, vers Porte-Novo, vers Mono, et ainsi de suite. Et ce qui est certain, c'est que ces pratiques ont continué jusqu'à nos jours. À la différence près que quoi? C'est que autant on est d'accord que ça vient de là où je vous ai dit tantôt, avec les attributs, ce qui a fait nos peuples habituels en ligne de revenant, qui est que quand tous la toile on meurt, vous savez maintenant d'où ça vient. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tous on ne meurt plus, vous savez aussi d'où ça vient, ainsi de suite là. Ce qui est certain, que ce soit la sortie publique que nous voyons avec laquelle nous courons, ou bien la sortie funéraire, nous savons une chose, c'est que la sortie funéraire ne se fait que dans les cas des familles qui sont concernées, et les amis qui ont pris la divinité ne sont pas autorisés à faire les rites funéraires avec, sauf s'ils sont des familles égaux, comme on les appelle. Voilà. Le plus important maintenant par rapport à aujourd'hui où on est, c'est que Égou, quand ça sort, je me répète, ça fait attention à ce que l'héritage que les parents ont laissé soit maintenu, cité, respect des traditions, respect de l'environnement. Ceux qui ne respectent pas, ils sont punis. Et cette punition, c'est ça les tribus qu'on paye. Voilà, je vais conclure là, M. Applaudra. Merci, M. Talon, pour ce moment assez enrichissant. Je ne dirais pas que à la fin de cet exercice, vous nous paraissez assez riche pour être un initié.
même si vous ne l'avez pas été dans les formes conventuelles ou conventionnelles. L'objectif de cet échange, c'est d'apprendre sur les fondamentaux qui nous permettraient de structurer notre être pour déboucher sur une citoyenneté qui nous permette de porter cette cité, ce Bénin, avec tout ce que nous avons de riche, d'enrichi, et aussi des mécanismes qui nous permettent de ne pas donner trop le temps à ce qui pourrait corrompre notre marche commune. Le vrai et l'ivraie, appelant à cheminer ensemble, être capable de donner plus de temps au vrai. Nous dirions que l'homme est un accident. Et pour que nous ayons la qualité de l'homme qui nous permettrait de porter cette cité, il faudra tendre, comme le dit Nietzsche, vers le surhumain. Et capter ou captiver ce surhumain en nous, c'est parvenir à spiritualiser l'être profond. Et spiritualiser l'être profond, c'est s'initier. C'est être ouvert à toute cette forme de sagesse, de connaissance qui nous permettent de ne plus être une brute, mais d'être un homme capable et conséquent du bien et surtout du respect du bien commun. Nous avons partagé à vos côtés des éléments qui nous permettent de croire que nous avons fondamentalement besoin du sacré pour être qui nous sommes appelés à être. Il restera que chacun trouve la voie qui lui sied le mieux pour ne ni décevoir les ancêtres, ni corrompre aussi ses propres certitudes. Merci à chacun d'avoir été des nôtres. Et je le rappelle, c'est un exercice que nous faisons une fois par mois, quand l'occasion se présente et quand les personnes ressources que nous invitons nous accordent cette amable attention. Nous sommes aujourd'hui, je dirais, au 9e, ça c'est le 2e numéro de cette année 2026. Nous avons commencé cet exercice avec Maître Robert Dossou sur la Constitution. Ensuite, nous avons eu le professeur Joseph Diogbenou sur les droits de la famille du Dahomey au Bénin d'aujourd'hui. Nous avons eu le professeur Victor Tokpanou sur le pacte de sang et le serment. Nous avons eu le professeur Maouyon Kapo sur la théologie vaudou. Nous avons eu M. Wilfried Léon Rungwidi sur la fonction du porte-parole en condition de crise. Nous avons eu M. Luc Nyakadia sur l'éthique du bâtisseur. Nous avons eu tout récemment, il y a 2 semaines, l'archevêque de Cotonou sur, je dirais, la mission de l'évêque. Devant des brebis en proie au doute et à la désillusion. Et aujourd'hui, nous recevons le professeur, j'allais dire docteur Aristide Talon, sur les créances de l'ésotérique, de l'initiatique et du sacré sur la constitution d'une citoyenneté qui nous porte vers l'avant. Merci d'avoir été là. Le matin est toujours ouvert, du lundi au samedi, de 9h à 18h. Nous avons ceux qui viennent nous visiter pour acheter des livres. Merci à tous d'être venus et je vous demande d'accueillir à nouveau Madame Esther, qui est la personne qui va quitter le Bénin à mon grand désarroi. Qui était au Bénin? Ah, direct. On attend avant, voilà, ce serait une plaisir. Voilà, donc, nous offrons un cocktail. Monsieur Azon Rigobert, qui était conseiller à la Cour constitutionnelle.
qui nous a fait aussi le bonheur de venir nous écouter. Et avec la présence de M. Azon Rigobert, vous voyez, de temps en temps, la parole pèse un peu parce que voilà quelqu'un qui est... il n'est pas un sachant, c'est le savoir même. C'est pas qu'il sait, il a le savoir. D'accord. Un tour au palais du roi Béhanzin, qui est le plus actuellement ouvert parce que les autres sont en travaux, pour aller constater les colonnes dont j'ai parlé, pour vous permettre de commencer par réfléchir à notre origine très lointaine, de type Égypte ancienne, en lien avec cette population d'Aboumé et tout vestiges, le phare, Égypte, les tombeaux royaux, pyramides, ainsi de suite. Là. Il n'y a que le Nil qui n'est pas Aboumé, il n'y a pas d'équivalent.